Bonsoir à tous, bonsoir au public de la Cité Libre. Ce soir, je propose de suivre une petite présentation de psychologie politique. Et je vais commencer par quelques petites remarques personnelles sur finalement ma relation à la psychologie. Parce que tout compte fait, quand je réfléchis un petit peu à ça, je me dis que d'ici un trimestre, j'aurai atteint l'âge respectable de 30 ans, donc ça ne nous rajeunit pas. Et plus j'avance en âge, plus je me dis que vraiment, parmi toutes les sciences que j'ai eu l'occasion d'étudier à l'université, voilà, tous ces livres consommés au fil des années, annotés scrupuleusement, tout ce travail intellectuel voilà, qui consiste quand même l'essentiel de mes journées, je regrette quand même a posteriori de ne pas avoir plus tôt rencontré finalement la psychologie. Je trouve que c'est une science qui est tout à fait sous-estimée et qui apporte vraiment des éclairages fascinants sur la nature humaine, ou en tout cas sur les formes qu'elle est susceptible de prendre. Je pense que c'est quelque chose qui serait quand même très complémentaire aux autres sciences sociales qu'on peut étudier à la fac, mais voilà, avec le recul, je me dis que vraiment c'était quand même assez peu présent. Alors qu'on n'étudie pas la psychologie en histoire, ça peut se comprendre, encore qu'il existe encore un champ qui s'appelle la psychologie historique. Qu'on n'étudie pas trop la psychologie en géographie, parce que j'ai aussi fait des études de géographie, ça peut se comprendre. En sciences politiques, ça me semble peut-être un peu plus critiquable, parce qu'en sciences politiques, on est censé étudier justement les faits politiques par différents angles d'approche des phénomènes en question. Donc on fait du droit constitutionnel, on fait beaucoup d'histoire politique, d'histoire des idées politiques, on fait un petit peu de la philo, même si ça s'appelle pas comme ça, mais on a quand même un peu des cours de philosophie politique. On fait beaucoup de sociologie en sciences politiques, beaucoup de sociologie des mouvements sociaux, sociologie des partis, des situations, voilà, sociologie des crises politiques. Donc beaucoup de sciences différentes qui tentent d'éclairer les phénomènes politiques par leur méthode spécifique, mais la psychologie, voilà, moi dans les cursus que j'ai l'occasion de suivre en France, ce n'était pas inclus, et je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui est prévu. Et pourtant, la psychologie peut permettre d'éclairer les phénomènes politiques de manière complémentaire et bien souvent très enrichissante par rapport aux autres sciences sociales. Je m'aperçois en disant tout cela que je n'ai pas fait de présentation encore sur ma chaîne ou sur la chaîne la version de YouTube, puisqu'on a bientôt prévu de développer des rediffusions de nos interventions sur la Cité Libre auprès de notre chaîne YouTube. Donc je m'aperçois que je n'ai pas fait de présentation de ce que c'est que la science psychologique. D'ailleurs, je ne l'ai pas vraiment suffisamment étudié pour me sentir capable d'en faire une présentation. Mais disons de façon un peu introductive que la psychologie semble être la science dont l'objet serait l'étude du psychisme, c'est-à-dire d'un certain type de fonctionnement de certains types d'entités biologiques, puisque le psychisme est un trait de certains êtres vivants. Qu'est-ce que c'est exactement comme type de trait? Comment est-ce qu'on peut le cerner, le caractériser? Bon, je laisse un petit peu toutes ces questions-là de côté. Mon but, c'est pas de faire une intro à la psychologie en général. C'est d'ailleurs assez complexe. Disons tout de suite simplement que la psychologie est une science un petit peu hybride, qui a des aspects qui sont tournés ou qui touchent aux sciences naturelles, et qui a des aspects qui touchent aux sciences humaines et sociales. En effet, si vous allez en psychologie vers des branches qui seraient plutôt les neurosciences, d'autres sous-courants, on va vraiment réinsérer les mécanismes de l'esprit dans le fonctionnement général du corps humain ou des êtres vivants, dans leurs interactions avec le milieu, etc. Bon, ce sera plutôt du côté des sciences naturelles. Mais en même temps, quand on fait de la psychologie, on n'étudie pas spécifiquement le fonctionnement psychique de n'importe quelle entité vivante, sinon on serait vraiment dans de la zoologie ou des études vraiment centrées sur les animaux. On est aussi censé étudier le fonctionnement d'un certain type d'entité vivante que sont les humains. Et donc ça touche aussi aux sciences humaines et sociales, parce que non contents d'être des entités biologiques, les humains sont aussi socialisés, sont aussi des êtres historiques et sociaux, qui ont un milieu, qui ont une histoire, qui ne sont pas réductibles à une approche purement biologique. Et donc en psychologie, l'une des difficultés, c'est essayer de faire tenir tous ces différents niveaux ensemble et de les articuler dans une théorie générale de l'esprit. Bon, c'était évidemment assez complexe et ambitieux. En tout cas, il y a des champs de la réflexion, de la recherche en psychologie qui tendent vers les sciences sociales.
Il y a des courants de la psychologie qu'on va qualifier de psychologie sociale, par exemple, qui vont fortement étudier comment les interactions avec les autres individus dans la société façonnent les attitudes, les comportements, voilà, tout ce qu'on peut étudier comme objet psychologique, c'est-à-dire la mémorisation, la cognition, la mémoire, la reconnaissance d'autrui, que sais-je encore, les rêves, enfin, donc tous les objets de la psyché. Et dans ce domaine-là, donc ce qu'on pourrait qualifier de psychologie sociale, les frontières avec une autre science que je connais quand même beaucoup mieux que la sociologie sont assez floues, parce que jusqu'à quel moment n'est-on plus vraiment en train d'étudier un certain type de fonctionnement de l'esprit, mais plutôt d'étudier la façon dont ces fonctionnements sont inculqués par la socialisation, c'est-à-dire par l'ensemble des interactions et des déterminismes, voilà, des forces sociales qui façonnent la conscience et la psyché. Donc effectivement, il y a une zone, un peu une zone frontière entre psychologie sociale et sociologie, où on passe de l'une à l'autre, ou en tout cas où on ne sait plus tout à fait ce qui relève de l'esprit et ce qui relève de ce qui est normalement en dehors de l'esprit, c'est-à-dire la société. Alors, tout ça pose des questions assez denses philosophiquement, je dirais même, et je ne vais pas les aborder plus que ça, c'est juste pour vous donner un peu une sorte de panorama de où est-ce qu'on se situe en termes d'objets d'étude. Et donc, dans cette zone un petit peu là de l'étude des phénomènes psychologiques et de leurs déterminants sociaux, il y aurait une sous-branche ou une partie de cette région qui serait la psychologie politique. Là encore, je ne vais pas vous faire une introduction à la psychologie politique, parce que pour bien la définir, ça présupposerait d'avoir déjà bien défini la psychologie en général. Donc je ne vais pas le faire. Mais plutôt que de partir dans des considérations épistémologiques sur la nature de cette science, on va un petit peu regarder le genre de résultats qu'elle produit, et puis ultérieurement, on s'interrogera sur la façon dont elle travaille. Donc la psychologie politique, ça serait cette branche qui réfléchit à la façon dont les manières dont nous pensons déterminent nos attitudes politiques, et peut-être aussi réciproquement, les manières dont nos orientations politiques produisent ou façonnent ou influencent certains mécanismes de la pensée ou de l'esprit. Plus spécifiquement encore, ce dont je vais vous parler ce soir très précisément, c'est de certains résultats de la psychologie politique, qui est une science qui est peu développée en France, malheureusement, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant et très complémentaire justement des différentes autres sciences qui étudient le phénomène politique. C'est une science donc, qui est peu développée en France. L'un de ses représentants qui est mort mal maintenant, c'était Alexandre Dorna, qui est un spécialiste du populisme notamment. Mais elle est dynamique, cette psychologie politique, dans le champ des études nord-américaines ou anglo-saxonnes. De façon générale, les anglo-saxons me semblent très en avance sur nous, quantitativement et qualitativement, non seulement pour la psychologie politique, mais pour la psychologie en général. Enfin, tout ce qui touche au cerveau, à la cognition, et avec toutes les implications ou les tendances que ça a vers les neurosciences, l'esprit et l'informatique, traiter des informations dans un cerveau et traiter des informations dans un ordinateur, enfin voilà, tous ces champs-là de recherche les intéressent quand même beaucoup, et au moins depuis le milieu du XXe siècle. Donc je pense qu'ils sont vraiment une très très grande masse de travaux scientifiques et de savoir sur la question. Donc quand on veut s'intéresser à ça, on est beaucoup obligé de faire des traductions, et en effet, comme vous le verrez, tous les articles que je reproduis ici sont des traductions d'articles en anglais. Alors ce ne sont pas des traductions d'articles issus directement de revues, mais c'est des comptes rendus de presse ou autres qui traitent de ces études. Donc à chaque fois, vous pouvez revenir vers les études d'origine quand les auteurs sont mentionnés. Et je ne me suis pas encore attaqué à traduire directement des études en anglais. J'essaie de le faire pour une autre étude dont je vous reparlerai plus prochainement, mais c'est un petit peu long. Quoi qu'il en soit, donc psychologie politique, j'ai un peu cerné le genre de science dont il s'agit, et plus spécifiquement encore, l'étude de la psychologie politique de la droite, puisque je suis, entre autres choses, un historien des droites, et je trouve que les approches, justement, en termes de psychologie, sont très éclairantes sur cet objet, ou en tout cas très complémentaires, permettent de comprendre des choses qu'on ne pouvait pas expliquer finalement, ou pas vraiment, par des simples considérations historiques. Ou même dans les autres sciences que je peux connaître.
Donc psychologie des droites, dans une vidéo précédente sur Thomas Hobbes, je m'étais attelé à proposer une définition des droites. Je vais aller la rechercher rapidement. Si je le retrouve, sinon j'improvise. Pour ce temps-là, vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez, ça vous permettra d'animer un petit peu la vidéo, chers amis. Alors, je vais citer mon propre bouquin. Donc dans mon niche et le nationalisme français, je propose une définition de la droite parce que je trouve que la recherche scientifique française sur la question n'a pas forcément fait preuve de toute la précision conceptuelle qu'on était en droit d'attendre, donc je me suis permis d'en proposer une définition. Et j'en disais la chose suivante. Sont de droite l'ensemble des forces politiques qui affirment la légitimité de subordonner strictement l'individu à la préservation d'un ordre social hiérarchisé, entre parenthèses généralement hérité du passé, lequel ordre n'est pas fondamentalement tenu pour critiquable et transformable par la raison humaine, de par sa complexité inhérente, le prestige de la tradition, ou de par son origine surnaturelle. Donc ça, c'était la définition qu'il y avait dans mon livre, et dans ma brochure sur Hobbes, j'avais un tout petit peu rajouté des considérations sur le fait que ce qui me donne le sentiment de former une cohérence dans les différentes valeurs ou attitudes de la droite de façon ultime, c'est pas simplement que l'individu, il est là pour permettre la perpétuation d'un ordre social hiérarchisé qui le précède, c'est que, ce faisant, l'ordre est la condition de la survie collective, en fait. C'est-à-dire que l'ordre, c'est pas tout à fait la fin ultime, ça fait partie des fins qui ordonnent l'ensemble des attitudes de droite, mais à travers la préservation de cet ordre, il y a, me semble-t-il, l'idée ou l'aspiration au fait que ça va permettre au groupe de survivre. Et ça entraîne toutes sortes de considérations extrêmement intéressantes, mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur Hobbes, donc je ne vais pas en reparler maintenant, c'est juste pour un petit peu cerner le champ ou le paysage de la droite avec une définition préalable. Bien, maintenant j'en viens à mes petits textes en anglais. Donc si la droite c'est l'ensemble des individus qui ont les valeurs qui tendent à la préservation d'un ordre social hiérarchisé, généralement hérité du passé et tenu pour incriticable, qui est tenu ou qui est cru comme étant une condition, une nécessité de la survie de groupe, eh bien, quelles sont les attitudes, les valeurs, les motivations, les émotions typiques qui sont susceptibles de faire tendre vers l'adhésion à une idéologie de droite? C'est ça que la psychologie politique peut permettre d'éclairer ou de cerner. Il y aura aussi une autre manière un petit peu inversée de réfléchir à la relation entre psychologie et droite, ce serait de se demander en quoi le fait de s'orienter politiquement vers la droite transforme les attitudes psychologiques. Parce qu'il y a très certainement une évolution au fil du temps. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que l'individu qui va se politiser à droite, au départ, il est poussé par certaines forces ou tendances psychologiques, mais au fil du temps, ça va devenir un individu de droite, qui va évoluer dans le milieu de droite, qui va rencontrer des gens de droite, etc. etc. Au bout de 30 ou 40 ans, qu'est-ce que ça aura changé sur son fonctionnement psychique global d'avoir finalement ce type-là d'attitude? Ça, ce serait encore une autre manière de réfléchir à la relation entre la psyché d'un côté, l'idéologie de l'autre. Ok, alors je lis un petit peu mes textes. Si vous assistez à une marche de protestation sur les questions politiques et sociales, il y a de fortes chances que la plupart des participants soient des jeunes. C'est presque un cliché de dire que les jeunes sont idéalistes et plus enclins à exprimer leur mécontentement à l'égard des normes sociales et des institutions, alors que les personnes âgées sont plus enclines à se satisfaire du statu quo. Donc là, pour information, on lit un article d'un dénommé Steve Taylor, qui est un psychologue et qui travaille justement dans ce champ de la psychologie politique, ou qui résume des recherches sur la question. Donc les jeunes et les vieux.
Les jeunes sont également plus susceptibles de pencher vers la gauche de l'échiquier politique, tandis que les personnes plus âgées sont plus susceptibles de pencher vers la droite. Bon, ça, je pense que c'est une idée courante et qui recoupera plus ou moins vos propres observations. Voilà, ça semble une idée relativement banale et qui est conforme à nos constats personnels. On n'a pas besoin de la science pour se dire qu'effectivement, les gens qui vieillissent, ils ont tendance à être plutôt de droite par rapport aux autres. Cela est apparu très clairement lors des élections britanniques de l'année dernière. Alors, je pense que c'était celle pour le Brexit. Non, c'est des élections parlementaires. 60% des personnes âgées... 60% des personnes âgées de 18 à 24 ans ont voté pour le Parti travailliste, donc le parti de gauche, tandis que 61% des personnes âgées de plus de 64 ans ont voté pour le Parti conservateur. Donc voilà, forte popularisation. Les vieux votent beaucoup plus, majoritairement, pour les conservateurs. Même chose aux États-Unis quand on compare les résultats de Clinton par rapport aux résultats de Trump. Nanana. Les taux d'approbation de Trump, donc c'était durant son premier mandat, chez les Américains les taux d'approbation du président Trump ont montré que seuls 22% des Américains de moins de 30 ans l'approuvent. Donc un individu de moins de 35 ans sur 5 approuve Trump, contre 43% chez les personnes de 50 ans ou plus. Donc effectivement, l'appartenance à la couche sociale de la population âgée, même si les limites de ce qu'est une personne âgée seraient discutables aussi, voilà, se caractérise par une surpolitisation ou une surdétermination à voter à droite pour des partis conservateurs, nationalistes, etc. Alors maintenant qu'on a ce constat-là qui est bien connu, la question qu'il faut se poser pour démarrer la recherche, c'est pourquoi les personnes âgées sont plus susceptibles de voter pour la droite ? Évidemment, plein d'explications possibles. Est-ce simplement qu'elles ont été élevées à une époque moins tolérante et ont conservé leurs opinions d'antan, point d'interrogation. Ou est-ce parce qu'il existe une tendance naturelle à dériver vers la droite en vieillissant, point d'interrogation. Bon, je passe, etc. Donc l'auteur Steve Taylor nous propose une explication qui recourt à une théorie psychologique qui s'appelle la théorie de la gestion de la terreur. En anglais, la Terror Management Theory. Alors, selon cette théorie, lorsque les gens prennent conscience de leur propre mortalité, ils sont plus susceptibles d'adopter un comportement protecteur ou défensif. Les chercheurs ont créé des environnements propices à la perception de la mortalité, dans lesquels les gens sont subtilement sensibilisés à leur propre mortalité. Donc, je ne connais pas les détails de l'expérience, mais j'imagine que c'est une situation qui leur fait sentir qu'ils pourraient être menacés de mort ou qu'il y a un risque quelconque qui pèse sur eux. Et ils ont constaté qu'en réaction, donc quelles sont les attitudes que ça développe, les gens deviennent plus enclins à rechercher un statut social supérieur, à viser l'acquisition de richesses matérielles et à adopter des préjugés. Ils sont plus susceptibles de se conformer aux normes culturellement acceptées et de s'identifier à leur groupe national ou ethnique. Donc, rappel du résultat, de la situation. La situation, c'est qu'on vous fait sentir dans les conditions de l'expérience que vous pourriez être menacé de mort, ou en tout cas que vous êtes mortel. Voilà, il y a quelque chose qui vous fait sentir qu'une menace plane sur vous. Et ça va déterminer, ou favoriser un certain type d'attitude qu'on pourrait qualifier de une mentalité acquisitive. Donc, il faut prendre de la richesse, il faut prendre de la puissance, parce que certainement qu'il y a un risque qu'on voudrait contrer par le statut, la richesse, etc. Ça tend à favoriser les raisonnements à court terme et tout ce qui va appeler finalement à des généralisations rapides et voilà, on va recourir à des préjugés ou à des idées extrêmement simplistes parce qu'en fait on sent que la menace fait qu'on n'a pas le temps de complexifier, de nuancer, etc. Il faut vraiment trancher les choses, etc. Bon, on passe un peu en mode survie, quoi. Et troisièmement, les individus s'identifient plus fortement aux normes culturelles et à leur groupe national ou ethnique. Donc, le sentiment de la mortalité pousse au conformisme. Il ne faut pas se faire démarquer ou voir différemment par rapport aux autres parce qu'on pourrait avoir besoin quand même des autres pour survivre, donc il ne faut pas paraître hors groupe, etc. Et on s'identifie plus fortement au groupe. Peut-être parce que le groupe pourrait nous aider ou nous protéger. Bon, voilà. Alors, la motivation de ce comportement. Donc, pourquoi le sentiment de mortalité produit ces attitudes ?
La motivation de ce comportement semble être de renforcer l'importance ou la valeur d'une personne face à la mort, ou d'acquérir un sentiment de sécurité ou d'appartenance comme un moyen de se protéger contre la menace de la mort. Donc on a peur de mourir et on cherche de la puissance, soit dans des choses, soit dans des personnes, de groupes auxquels on pourrait s'affilier, et on va s'affilier très fortement au groupe par des marqueurs comportementaux que si on respecte les normes du groupe, on est dans le groupe. Si nous appliquons ce schéma à la vieillesse étant une période de la vie où on sent plus fortement, probablement, sa mortalité possible. Si nous appliquons cela à la vieillesse, il se pourrait qu'en vieillissant, les gens deviennent plus conscients de la mort et plus anxieux à son sujet, et donc plus enclins aux préjugés et au nationalisme. Donc en fait, la droitisation des personnes âgées serait une réaction de l'imitation de l'anxiété, en fait, l'anxiété de la mort. Un autre facteur explicatif pourrait être que les personnes âgées se sentent menacées par le monde moderne. Donc on a eu la peur de la mort, maintenant on a la peur du changement ou du fait qu'on ne comprend pas bien notre environnement. Donc ce monde moderne devenant de plus en plus complexe sur le plan technologique, les personnes âgées peuvent avoir du mal à le comprendre et se sentir étrangères à lui. Je pense que là aussi c'est quasiment une vérité de la palisse. On aura tous des situations de nos vies personnelles qui nous rappelleront à quel point effectivement les personnes âgées semblent moins capables de traiter leur environnement et surtout sont moins susceptibles de tolérer ou de se sentir à l'aise avec les changements dans les objets ou l'environnement qui les entoure. Ainsi, de la même manière qu'elles réagissent à la menace de la mort, elles peuvent s'accrocher plus fortement à leur identité de groupe, qui peut être ethnique, nationale, politique ou religieuse, et souvent tout cela à la fois, ce qui se traduit par un sentiment accru de méfiance ou d'inimitié à l'égard d'autres groupes. Donc en fait, peur de la mort, recherche de sécurité, et ça génère un sentiment de méfiance qui peut s'étendre à d'autres entités que les entités qui vous ont causé du stress au départ. Finalement, je ne comprends pas les objets technologiques qui m'entourent, c'est plus comme avant. Et donc, tout ce qui est étranger devient un peu hostile. Enfin, voilà, ça crée une sorte d'espèce de contagion émotionnelle ou dans l'attention, parce que l'anxiété, finalement, ne s'arrête pas forcément aux objets qui ont causé l'anxiété au départ. Enfin, troisième facteur qui permettrait d'expliquer pourquoi les personnes âgées seraient plus à droite, l'accoutumance. Plus nous vivons longtemps dans nos sociétés, plus les normes sociales paraissent normales, parce qu'elles sont là depuis longtemps, ou en tout cas nous on les suit depuis longtemps. Donc plus nous vivons longtemps dans nos sociétés, plus les normes sociales paraissent normales, et plus nous acceptons des situations ou des conventions qui pourraient sembler injustes et inacceptables à des observateurs extérieurs. Les comportements les plus insensés peuvent sembler acceptables lorsqu'ils sont profondément ancrés et considérés comme normaux. Tandis que les jeunes regardent le monde avec des yeux neufs et sont moins habitués aux normes sociales. Les inégalités et les pratiques contraires à l'éthique ou oppressives sont plus évidentes pour eux, et ils sont donc plus motivés pour essayer de les changer. Donc on peut s'attendre à avoir une contestation de normes sociales plutôt chez les jeunes que chez les vieux, parce que les jeunes les voient comme quelque chose de nouveau et potentiellement transformable ou pas inévitable, tandis que si vous vivez dans une société esclavagiste, qui a toujours été esclavagiste, et quand même vous auriez eu, vous, exceptionnellement, des sentiments anti-esclavagistes, bah, si vous l'avez toujours connu et que rien ne donne l'impression qu'il va changer, peut-être au bout d'un moment, vous allez vous résigner. Vous allez vous dire, mais finalement, c'est pas si injuste que ça. Voilà. Bref, il y a une espèce de pesanteur des normes sociales qui serait finalement plus acceptée par les personnes âgées. Peut-être aussi là, c'est non seulement un effet d'accoutumance, mais peut-être aussi un effet de perte de puissance. Peut-être qu'on a moins le sentiment qu'on est capable de changer le monde quand on est vieux et qu'on se sent déjà plus faible physiquement, plus perdu, ou déçu peut-être par des échecs passés, ou que sais-je, enfin bref. Donc ça créerait une attitude conformiste qui se retrouve dans l'orientation politique conservatrice de droite. La fin de l'article, ou la fin du résumé plutôt, nous dit que ce sont des généralisations et qu'il ne faut bien sûr pas appliquer ces schémas à toute personne de droite, ou à toute personne de gauche, ou à toute personne jeune par rapport à toute personne vieille. Ce sont des tendances statistiques, ça ne vaut pas pour tous les individus des catégories en question pris un par un. Il y a des jeunes conformistes, il y a des vieux révolutionnaires. Schématiquement.
Alors, je passe à une petite considération qui nuance qui précède, mais je vais vraiment pas y m'attarder parce que là on sort de la psychologie pour aller vers la socio. Bien sûr, ces considérations sont intéressantes sur pourquoi il y a une orientation plus à droite des personnes âgées. Cependant, il n'y a pas uniquement des facteurs liés au vieillissement et appréhendables sur le plan de la psychologie qui sont susceptibles d'expliquer cet effet de déportation à droite des gens qui sont les plus âgés. Les plus âgés votent aussi à droite pour d'autres raisons qui sont plutôt d'ordre social et économique. Par exemple, l'un des facteurs qui peut permettre d'expliquer pourquoi les personnes âgées sont plus attirées par le vote de la droite, c'est la désinsertion sociale. En effet, les personnes âgées se caractérisent dans les sociétés occidentales, tout du moins par la sortie du monde du travail et le repli sur le foyer, ce qui marque un recul de l'inscription dans les rapports sociaux de production et partant dans les valeurs de la gauche. Parce que finalement, est-ce que vous allez encore vous mobiliser pour des luttes syndicales en étant retraité? L'identité sociale en tant que travailleur va décliner lorsque vous arrivez à un âge où vous êtes justement plus en train de travailler. Donc ça peut amener une distanciation par rapport à la gauche. Il y a également l'effet patrimoine. Là encore, qui n'est pas une tendance liée au vieillissement psychique de l'individu biologique, qui est plutôt un effet qui dépend de la position sociale contingente dans une certaine configuration historique qui serait celle des sociétés occidentales contemporaines. Ça ne vaudrait pas forcément pour des personnes âgées d'autres siècles ou d'autres contextes. L'effet patrimoine, c'est le fait que les personnes âgées dans les sociétés occidentales, dans les configurations contemporaines, sont plutôt capables d'avoir accumulé des biens matériels et du patrimoine qui les poussent à soutenir plutôt des politiques conservatrices. On constate par exemple en France qu'en 2007, 70% des retraités étaient propriétaires d'un bien immobilier, ce qui n'a pu que les rendre sensibles aux propositions de Nicolas Sarkozy en la matière. J'imagine qu'il voulait baisser les impôts sur les biens immobiliers. Donc voilà, bref. On ne va pas faire toutes les raisons qui expliquent le vote des gens à droite, parce que mon but c'est quand même plus de parler de psychologie, mais au-delà des considérations liées au vieillissement physique et mental de l'individu, il y a évidemment des explications du comportement électoral qui tiennent à des facteurs sociaux qui sont extérieurs à l'individu ou qui n'auraient pas lieu dans une configuration différente. Si les vieux n'avaient pas de patrimoine, ils ne voteraient pas comme ça. Bref. Donc, bilan de cette première partie, ça nous a montré que les gens de droite, comment dirais-je, il ne faut pas se tromper sur les découpages. Donc, les personnes âgées sont plus susceptibles de voter à droite pour des effets qui sont liés au vieillissement, pour des effets qui sont liés à un sentiment de peur, d'anxiété, soit par rapport à leur propre mortalité, soit par rapport à l'évolution du monde qui les entoure. Donc ça, c'est bien déterminisme psychologique. Cependant, on aura remarqué que les électeurs de droite ne se résument pas à la portion des retraités qui votent à droite. Il y a aussi d'autres personnes à droite que les retraités qui votent à droite. Alors ce seraient quoi les causes psychologiques qui expliqueraient que d'autres personnes que les retraités votent à droite? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme explication? Des explications qui peut-être pourraient avoir des points communs. Eh bien, je vais vous en présenter une autre qui me semble extrêmement intéressante, c'est celle par la paranoïa, ou par la tendance à la paranoïa, ou encore mieux par la tendance à une sensibilité plus élevée à la peur. Donc il y a des recherches qui ont établi que par rapport aux autres électeurs, les personnes qui s'auto-désignent à droite ou qui sont rangées à droite dans les méthodologies des études en question sont plus promptes que celles de gauche à accepter l'existence de dangers imaginaires. Et je ne pense pas faire preuve d'esprit polémique particulièrement aigu en disant que quand on a peur de dangers imaginaires, c'est un petit peu de la paranoïa. Voilà. Sans être nécessairement une structure obsessionnelle de la personnalité, mais voilà, c'est quand même une tendance. Alors, comment on le sait qu'elles ont plus facilement peur de dangers imaginaires? Donc, c'est une étude qui a été menée sur la psychologie conservatrice et progressiste par l'Université de Californie. Les scientifiques, donc ils ont fait ces études entre 2015 et 2016, blablabla, avec des Américains. Bon. Donc l'expérience consistait dans la chose suivante, on va montrer aux individus testés dans l'expérience des faits qui sont présentés comme des informations, mais qui en fait sont des faits faux, voilà, des fausses nouvelles comme on dit de nos jours, enfin des informations fausses.
Certaines de ces informations fausses portaient sur des sujets plutôt bénins ou inoffensifs, mais d'autres portaient sur des dangers potentiels, comme la capacité des personnes ivres à ouvrir les portes des avions. Hein, rappelons le traumatisme national aux États-Unis suite aux attentats du 11 septembre. La sécurité aérienne, pourrait-on dire. Donc, on informe les gens de faits menaçants potentiellement, qui sont des faits faux, mais les sujets d'expérience croient que ce sont des dangers possibles. Et qu'est-ce qu'on observe en termes de distribution des attitudes politiques par rapport à cette sensibilité à la peur de danger imaginaire? Les conservateurs et les progressistes ont tous les deux maintenu un scepticisme bienvenu sur les faits faux qui leur sont présentés mais qui ont une dimension positive. En revanche, quand on leur présente des faits faux mais inquiétants, les conservateurs étaient beaucoup plus susceptibles de croire que les fausses alertes au danger étaient vraies. Donc la sensibilité au danger, ah mon Dieu, la sécurité aérienne est peut-être compromise parce que des gens bourrés peuvent ouvrir les portes. Bon. Ça fait beaucoup plus peur, ou c'est beaucoup plus susceptible d'être considéré comme un danger vraiment réel par les personnes qui s'identifient à droite. Et alors la conclusion des chercheurs là-dessus, c'est que ça veut dire que la psychologie des personnes qui s'identifient comme conservateurs ou qui sont classées dans l'étude selon comment c'est fait comme conservateurs est marquée par une plus grande aversion au danger ou une plus grande priorisation de la sécurité. Alors vous allez me dire, c'est pas une conclusion scientifique extraordinaire, on voit bien, il suffit de voir les slogans des partis politiques de droite, à quel point la thématique de la sécurité revient perpétuellement dans leur discours. Ils en parlent, pas tout le temps, mais quand même très souvent. C'est effectivement une sorte de conclusion qui donne l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais pas vraiment, parce que ça nous donne quand même l'explication de la présence de ces thèmes. Ces thèmes ne sont pas là juste parce qu'ils les auraient tirés au sort, ou juste parce qu'ils se disent il faut parler de la sécurité parce que les autres partis n'en parlent pas, ou pas bien, ou pas assez. Non, c'est que ça préoccupe véritablement leurs électeurs, et ça les préoccupe même au point où ils ont une tendance plus élevée à identifier des dangers imaginaires. Alors, il ne faut pas nécessairement en tirer tout de suite de conclusions normatives désagréables pour les gens de droite, parce qu'en fait, c'est une distribution qui est de sens inverse selon qu'on se déplace à droite ou à gauche du spectre. Les conservateurs risqueront d'être souvent trop prudents, c'est-à-dire de voir des dangers même là où il n'y en a pas, tandis que les personnes de gauche peuvent ignorer des avertissements valables. Ça veut dire qu'on a affaire à des modes de cognition qui ont à la fois des coûts et des avantages. Typiquement, les personnes de droite vont reprocher aux personnes de gauche d'être naïfs ou de ne pas voir les dangers, tandis que les personnes de gauche vont dire que les personnes de droite sont trop alarmistes ou voient des dangers qui vraiment n'existent juste pas, en fait. Donc, paranoïa, quoi. Donc là, on a bien une division, finalement, des attitudes psychologiques qui se traduit politiquement ou qui favorise. Alors, il y a plusieurs manières de voir la causalité, parce que dans tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je fais aucune... Il y a aucun... Comment dire, il n'y a aucun lien de causalité qui est démontré, c'est uniquement des covariations. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous présenter, c'est le facteur X varie de telle façon selon qu'on est de droite ou de gauche, mais ça ne dit pas si c'est parce qu'on a la surreprésentation de tel facteur qu'on est de droite ou de gauche, ou parce qu'on est de droite ou de gauche qu'il y a surreprésentation de tel facteur. Donc il n'y a aucune causalité, ni de l'ordre de... je vais ni vous présenter des éléments psychologiques qui seraient des causes d'un comportement politique, ni vous présenter des effets psychologiques qui seraient des conséquences d'une orientation politique. C'est juste des covariations. Mais c'est quand même intéressant et on pourra s'intéresser aux causes ultérieurement, bien sûr. Donc, je résume ce qui a été dit. Donc, petit 1, peur du vieillissement, les gens votent plus à droite. Paranoïa, les gens votent plus à droite. Bon. Ça veut dire que si vous êtes une personne plus susceptible que la moyenne de voir des dangers imaginaires, eh ben vous avez statistiquement plus de chances de vous retrouver à droite du spectre qu'à gauche. Alors, quoi d'autre? Il y a un article qui ne traite pas stricto sensu de la psychologie de la droite, mais qui me semble pas inintéressant d'inclure dans la réflexion, qui est un article... de toujours Steve Taylor, hein, qui traite de la psychologie du racisme. Alors vous allez me dire, le racisme à la droite, c'est quand même pas tout à fait la même chose, et je serais certes tout à fait prêt à vous accorder que toutes les personnes de droite ne sont pas racistes, et que
toutes les personnes racistes ne sont pas à droite. Cependant, et je pense que vous m'accorderez que ce n'est pas nécessairement une hypothèse délirante ou particulièrement malveillante, si on me demandait de deviner à l'aveugle l'orientation politique de quelqu'un qui serait raciste, je serais quand même pas trop surpris de le retrouver dans une zone de la droite radicale à l'extrême droite. Voilà, bon. Peut-être c'est un préjugé, hein, j'ai pas d'études sous la main qui le justifient, qu'il y aurait une corrélation, mais je pense que vous m'accorderez que c'est une croyance probable. Alors, la psychologie du racisme. Il existe un champ de la recherche en psychologie qui est très stimulé ces dernières décennies dans les pays anglo-saxons, qui est la psychologie évolutionniste ou évolutionnaire, qui est très très fascinant dans ses postulats théoriques, puisque la psychologie évolutionniste cherche par analogie avec la biologie darwinienne à identifier des traits psychologiques qui auraient été sélectionnés au cours de l'histoire naturelle. C'est-à-dire, si vous avez telle attitude psychologique, c'est parce qu'à un moment donné de l'évolution, ça a servi pour s'en sortir dans tel environnement. C'est ça le postulat de base qui oriente ce champ de la recherche en psychologie. La psychologie évolutionnaire fait par ailleurs l'objet de critiques scientifiques diverses et variées, dans le détail duquel je ne vais pas rentrer, puisque c'est toujours pas une présentation d'un champ de la psychologie qui serait en l'occurrence la psychologie évolutionnaire. En France, ça n'existe quasiment pas, à part la féministe, là, je ne sais plus son nom. C'était une élève de Renaud, j'ai oublié son nom, mais ça n'existe quasiment pas dans la recherche scientifique française. Malheureusement. Donc, pour les psychologies évolutionnaires, voilà, les traits qui manifestent la psychologie des individus auraient leur raison d'être dans le fait qu'ils ont eu une utilité à un moment donné de l'évolution. Selon cette logique, le racisme est répandu parce qu'il était bénéfique pour les tout premiers groupes d'êtres humains afin de priver d'autres groupes de ressources. Selon les psychologues évolutionnistes qui défendent cette thèse, il n'aurait servi à rien à nos ancêtres d'être altruistes et de permettre à d'autres groupes de partager leurs ressources. Cela n'aurait fait que diminuer leurs propres chances de survie. Donc le racisme aurait une utilité évolutive, c'est que ça permet de survivre face aux autres groupes. En d'autres termes, selon Pascal Boyer, le racisme est la conséquence de stratégies économiques très efficaces qui pourraient permettre de maintenir les membres d'autres groupes dans une position inférieure avec des avantages nettement moindres. Une idée connexe est le fait que de considérer son propre groupe comme spécial ou supérieur nous aurait aidé à survivre en renforçant la cohésion du groupe. Donc ça, c'est des hypothèses de recherche ou c'est des thèses défendues dans le champ de la psychologie évolutionnaire qui semblent pas trop bêtes a priori, enfin ça semble vraisemblable, quoi. Pourquoi pas, hein. Cependant, elles font l'objet de controverses, c'est une tentative d'explication, et elles semblent non seulement controversées, mais contredites par un certain nombre de faits. En effet, selon Steve Taylor, ces idées sont extrêmement douteuses. Alors, quelles sont les objections qui pourraient être faites à cette explication des origines du racisme? Déjà, il pose un tout petit problème, parce que pourquoi il n'y aurait que certains individus qui auraient gardé ces traits plutôt que d'autres? Enfin bon, ça c'est... Bon. Alors pourquoi cette thèse-là en particulier semble problématique? Eh bien, les anthropologues qui ont étudié les tribus contemporaines de chasseurs-cueilleurs, qui sont des groupes humains qui ont un mode de vie extrêmement proche de celui des groupes humains préhistoriques, eh bien, rapportent que ces chasseurs-cueilleurs ne se comportent généralement pas avec ce type d'hostilité envers les autres groupes. Ils n'ont pas tendance à considérer les tribus voisines comme des concurrents pour les mêmes sources de nourriture et à essayer de les soumettre ou de restreindre leur accès aux ressources. Les groupes de chasseurs-cueilleurs contemporains sont assez fluides et leurs membres changent, notamment par des stratégies d'alliance matrimoniale où voilà, tel groupe va échanger avec telle tribu des membres à telle occasion. Bon. Les différents groupes interagissent beaucoup entre eux, se rendent régulièrement visite, concluent des alliances matrimoniales et échangent parfois leurs membres. Ce n'est pas le genre de comportement qu'on associe au racisme. Par ailleurs, les chasseurs-cueilleurs n'ont pas tendance à être territoriaux, parce que sinon, s'il était très fortement, ils tendraient vers la sédentarité, enfin, c'est logique. Ils n'ont pas d'attitude possessive à l'égard de parcelles de terre ou de ressources alimentaires particulières. Donc ça, c'est ce que nous disent les anthropologues, et donc si ces tribus-là sont bien représentatives de ce qu'étaient les êtres humains de la préhistoire, bah finalement les êtres humains de la préhistoire n'avaient pas le genre d'attitude que la psychologie évolutionnaire nous dit qu'ils devraient avoir. Donc ça semble une théorie problématique.
Alors, quelle serait une explication alternative du racisme? Toujours dans le champ de la psychologie, mais qui ne se base pas justement sur les postulats de l'évopsy ou psychologie évolutionniste. Eh bien, un autre point de vue, qui celui que va défendre Steve Taylor, consiste à dire que le racisme et plus généralement la xénophobie n'a pas de fondement génétique ou évolutif, donc c'est pas déterminé par notre constitution biologique, mais qu'il s'agit avant tout d'un trait psychologique, au sens d'un trait acquis, si vous voulez, hein, pas d'un trait dont la biologie nous détermine à penser comme ça. Et plus précisément, le racisme serait un mécanisme de défense psychologique généré par des sentiments d'insécurité et d'anxiété. Ah, mais n'a-t-on pas rencontré plutôt des groupes de gens qui étaient poussés à une anxiété plus forte que les autres? Ah. Alors, selon la théorie psychologique de la gestion de la terreur, qu'on a déjà croisée pour expliquer le phénomène du conservatisme des personnes âgées, eh bien, quand les gens se voient rappeler leur propre mortalité, souvenez-vous, ils ressentent un sentiment d'anxiété et d'insécurité auquel ils répondent en devenant plus enclins à la recherche d'un statut, à la cupidité, aux préjugés et à l'agression. Et donc Steve Taylor, et là c'est lui qui défend ça, selon moi, donc, le racisme est une réponse similaire à un sentiment plus général d'insignifiance, de malaise ou d'inadéquation. Donc ce serait de l'ordre d'une attitude de défense psychologique du moi, quoi. Alors ensuite, il nous fait toute une graduation des attitudes de racisme qui varient en fonction du niveau de malaise ou d'anxiété des sujets. Si une personne se sent en insécurité ou en manque de repères identitaires, elle peut avoir envie de s'affilier à un groupe afin de renforcer son sentiment d'identité et de trouver un sentiment d'appartenance. Et là encore, je pense que ça fait tout à fait écho à des choses dans vos vies personnelles. Je ne sais pas à quelle expérience particulièrement vous pourriez penser de fait de la vie où vous avez senti que vous apparteniez à un groupe, en tout cas vous avez eu envie d'appartenir à un groupe, que cette envie se soit concrétisée après ou pas, mais effectivement ça semble quelque chose de favorable à l'ego et de diminuant pour le stress, de se sentir faire partie d'un groupe, que ce soit une famille, une église, un parti politique, un pays ou n'importe quelle autre identité sociale. Le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que soi et de partager une cause commune avec les autres membres de son groupe donne à l'individu l'impression d'être plus complet et plus important. Donc c'est bien, et puis de toute façon, si vous êtes en insécurité, ça permet de réduire le stress, donc c'est encore bien. Il n'y a rien de mal à cela en soi. Pourquoi ne serions-nous pas fiers de notre identité nationale ou religieuse, ou même de notre identité de supporter de clubs de football ou de baseball? Et ne ressentirions-nous pas un sentiment de fraternité ou de sororité, avec d'autres personnes partageant notre identité? Toutefois, cette identité de groupe peut conduire à une deuxième étape, l'hostilité envers les autres groupes. Parce que tu comprends, l'Olympique marseillais par rapport à tel autre club, c'est vraiment c'est une insulte quelconque, quoi. Ok, bon. Donc dans un deuxième temps, passer l'identification à un groupe qui procure un sentiment de reconnaissance et de fierté, finalement viendrait une étape en plus qui serait la dépréciation des autres groupes. Parce que si mon groupe est bien, c'est aussi parce que les autres groupes ne sont pas bien. C'est très basique. Afin de renforcer leur sentiment d'identité, les membres d'un groupe peuvent développer des sentiments hostiles à l'égard d'autres groupes. Alors là, ce serait passionnant à étudier plus en détail. Pourquoi ça marche comme ça? Est-ce que je n'investis pas encore plus dans mon identité quand je suis capable de l'opposer à celle d'un autre groupe? Est-ce que quand je dis que l'Olympique marseillais c'est le meilleur de tous les clubs par rapport à X club, je ne prouve pas mon appartenance au groupe en risquant potentiellement l'hostilité de l'autre groupe? Enfin, voilà. Qu'est-ce qui pousse à ce mécanisme? Ce serait intéressant à creuser. Le groupe peut devenir plus précis et plus cohésif dans son altérité, dans ses conflits avec d'autres groupes. Imaginez par exemple que dans un pays, des partis politiques qui se tapent dessus depuis des mois et s'envoient des noms d'oiseaux, d'un coup, face à la perspective d'arriver au pouvoir d'un autre groupe qu'ils n'aiment pas, en viennent à se coaliser, à se faire des câlins, au hasard. Phénomène tout à fait connu, quoi. Alors une troisième étape concerne les membres d'un groupe qui prennent la décision de retirer leur empathie aux membres d'un autre groupe, de limiter leur intérêt et leur compassion envers leurs semblables.
Ils peuvent agir de manière bienveillante à l'égard de leurs membres de leur groupe, mais se montrer cruels et sans cœur à l'égard de ceux qui n'en font pas partie. Donc c'est des phases, hein, si vous voulez, hein, de rejet de l'altérité et de survalorisation de l'endogroupe, sous-valorisation de l'exogroupe. Quatrième stade, on peut aller jusqu'à une homogénéisation des individus appartenant à d'autres groupes. Et là, c'est cette petite phrase que je suis sûr que vous l'avez tous entendue au moins une fois. Tel groupe que l'individu n'aime pas, en fait, c'est tous les mêmes. Ah, c'est tous les mêmes. Et là, on retrouve ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure sur les préjugés et le fait de ne pas penser de manière subtile et différenciée. Plus le niveau de stress augmente. Parce que plus mon niveau de stress augmente, moins je vais quand même faire des distinctions subtiles. Je sais pas, imaginez vous êtes dans une pièce et il y a au moins une personne et vous savez pas très bien qui vous tire dessus. Bon, bah, peut-être que vous allez tirer dans le tas un petit peu n'importe comment parce que bah, finalement, voilà, on va pas chercher de manière trop précise à identifier qui est qui et qui veut quoi. C'est un peu tous les mêmes. Là, tu fais des distinctions, en fait, ça n'a pas lieu d'être. C'est un peu pareil tout ça. Voilà. Le groupe ennemi, le groupe menaçant, le groupe personnel hostile. On va pas s'amuser à trier qui est bon ou qui est innocent dedans. Voilà. Les personnes ne sont plus perçues en fonction de leur personnalité ou de leur comportement individuel, mais en fonction de préjugés et d'hypothèses généralisées sur le groupe dans son ensemble. On va quand même pas se mettre à trier les étrangers selon que certains sont sympathiques ou non. Hein, voilà. Et enfin, quatrième stade, dans la forme la plus extrême du processus, les gens peuvent projeter leurs propres failles psychologiques et leurs échecs personnels sur un autre groupe afin d'éviter toute responsabilité ou tout blâme. C'est-à-dire que non seulement les autres sont une menace, mais en fait les autres sont la cause de vos problèmes. Si ça va pas, c'est de leur faute en fait. S'il y a de la prostitution en Allemagne dans l'entre-deux-guerres, c'est la faute des Juifs. Dixit Mein Kampf. Voilà. Pourquoi ? Les autres groupes deviennent alors des boucs émissaires et sont susceptibles d'être punis, voire attaqués ou assassinés pour se venger de leur prétendu crime. Les individus présentant des traits de personnalité narcissiques et paranoïaques, tiens donc, marqués sont particulièrement enclins à adopter cette stratégie car ils sont incapables d'admettre leurs fautes personnelles et donc particulièrement enclins à diaboliser les autres. En d'autres termes, selon l'analyse de Steve Taylor, le racisme est un symptôme de mauvaise santé psychologique. Il est le signe d'un manque d'intégration psychologique, d'un manque d'estime de soi et de sécurité intérieure. Les personnes psychologiquement saines, qui ont un sentiment de soi stable et une forte sécurité intérieure, ne sont pas racistes, car elles n'ont pas besoin de renforcer leur sentiment de soi par le biais de l'identité de groupe. Ou en tout cas, elles restent à des phases de l'identité de groupe qui sont relativement bénignes pour les autres groupes. Elles n'ont pas besoin de se définir dans un rapport conflictuel à autrui. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très réticent sur le serveur à laisser se créer des rôles qui se définissent par anti-insérer un autre groupe. Voilà, j'aime pas ça. C'est pas positif. La xénophobie n'est bien sûr pas la seule réponse possible à l'insécurité ou au sentiment de manque. Vous pouvez aussi essayer de fuir le problème par la prise de drogue, la consommation excessive d'alcool, le consumérisme ou l'ambition excessive, etc., etc. Les personnes psychologiquement saines n'ont pas besoin de recourir au racisme de la même manière qu'elles n'ont pas besoin de recourir à la drogue. Donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, ça se cumule. C'est-à-dire que non seulement les attitudes racistes sont susceptibles d'être l'effet de le sentiment de malaise, d'anxiété, de se rattacher à un groupe, ça peut être une cause qui pousse des personnes à adopter des attitudes xénophobes de droite, voilà, nationalistes, racistes de droite, ou d'extrême droite, tout ce que vous voulez. Mais en plus, c'est cumulatif avec ce qui a été dit précédemment, parce que ça recoupe ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la paranoïa. C'est-à-dire que les gens peuvent devenir de droite parce qu'ils ont une tendance à la paranoïa plus élevée, ils peuvent devenir de droite parce qu'ils ont une tendance au racisme plus élevée, mais ils peuvent aussi devenir racistes parce qu'ils ont une tendance à la paranoïa plus élevée. Donc vous avez des facteurs qui se cumulent potentiellement en fait. Et ça commence à dessiner un certain déterminisme psychologique, dans le sens d'une certaine politisation, vous voyez.
Alors, quoi d'autre? Là, cette fois-ci, c'est une étude sur... Ouais, c'est toujours le clivage gauche-droite. Donc ça nous dit quoi? Alors, des décennies de recherche ont montré que les gens deviennent plus conservateurs lorsqu'ils se sentent menacés et ont peur. Donc ça, on l'avait un peu déjà vu. Ils prennent les effets politiques d'événements dramatiques comme le 11 septembre. Voilà, ça a poussé à un virage conservateur aux États-Unis. Soutien accru aux institutions. Les Américains ne sont pas les seuls dont les penchants politiques sont influencés par la peur. Une étude de 2003 portant sur des recherches menées dans 5 pays a examiné 22 tests distincts de l'hypothèse selon laquelle la peur alimente les points de vue conservateurs et a constaté qu'elles étaient universellement vérifiées. Donc c'est très bien vérifié qu'il y a une corrélation entre les attitudes de peur et le vote à droite. En fait. C'est vraiment très très favorable. D'ailleurs, pour les fans de cinéma et de V for Vendetta, comment se met en place l'état totalitaire d'extrême droite dans V for Vendetta? Eh bien, parce qu'il fait croire que je sais plus quoi a causé un attentat terroriste dans le pays. Enfin bref, ça sert à mettre en place un régime totalitaire. Alors, un petit peu de science dure maintenant. Les scanners cérébraux montrent que les personnes qui s'identifient comme conservatrices sont des amygdales droites plus grandes et plus actives, une zone du cerveau associée à l'expression et au traitement de la peur. Cela correspond à l'idée que la peur, le fait d'avoir peur fait pencher les gens vers la droite. Donc si vous êtes très doué pour avoir peur, eh bien, voilà. Une étude de 2013 a montré que les cerveaux conservateurs ont tendance à avoir plus d'activité dans leurs amygdales droites lorsqu'ils prennent des risques que les progressistes. Alors ça c'est bien parce que ça veut dire que dans deux situations, enfin deux individus mis dans une situation où ils prennent un risque, bah, apparemment les gens de droite en moyenne, ça leur fait plus peur, c'est-à-dire où ça stimule plus les zones de la peur de prendre un risque que les personnes de gauche. Alors on pourrait aussi le voir, attention de ne pas faire de conclusions normatives trop rapidement, on pourrait aussi le voir de manière positive et se dire en fait les gens de gauche quand ils prennent des risques, ils ne se rendent pas compte du danger. Ils sont un peu cons, tu vois. Donc c'est pas forcément un trait négatif, mais c'est intéressant pour expliquer la différence de politisation. Une étude menée en 2018 sur des étudiants a montré que ceux qui avaient des opinions plus conservatrices sur le plan social étaient plus rapides à détourner physiquement le regard d'images dégoûtantes, comme les photos de sang, d'excréments ou de vomi, que leurs pairs progressistes. Là, j'ai pas mis le lien de l'étude, je ferai un edit de l'article après, là, mais c'est totalement confirmé par une autre étude que j'avais aussi traduite de psychologie politique. Donc, le spectre... si on découpe le spectre politique en 3 parties, la droite, la gauche et le centre, ou plutôt la droite, la gauche et au milieu, dans une zone de milieu, les libéraux, les gens de droite sont ceux qui ont la sensibilité au dégoût la plus élevée, les gens de gauche ont une sensibilité au dégoût qui est plus basse, et les gens qui ont la sensibilité au dégoût la plus faible, c'est les libéraux. C'est-à-dire que si vous avez une sensibilité au dégoût qui est extrêmement faible, c'est-à-dire que si pour vous c'est difficile d'être dégoûté par une expérience de dégoût, si vous avez une intensité dans l'expérience de dégoût qui est très très basse, et bien vous avez plus de chances statistiquement de vous retrouver dans la population libérale que dans la gauche ou a fortiori que la droite. Parce que la droite, c'est l'extrême inverse, c'est ceux qui sont le plus facilement dégoûtés, le plus intensément dégoûtés. C'est-à-dire que quand on peut tous être dégoûtés par, je sais pas moi, du caca, mais ce que ça vous fait, l'intensité de la réaction de dégoût, elle est plus forte à droite que à gauche ou a fortiori que chez les libéraux. Alors, une réaction instinctive de dégoût est du point de vue de l'évolution une bonne chose pour la survie, car elle aide les humains à tenir à distance certaines sécrétions étrangères et potentiellement dangereuses. Et là, c'est génial parce que ça nous pousse vraiment à nous demander pourquoi les attitudes de droite existent. Peut-être qu'elles étaient très efficaces pour la survie dans un environnement où il y avait plein de choses dégoûtantes autour. Je sais pas, moi, des animaux morts qu'on découpe. Donc ça semble effectivement avoir une certaine utilité pour la survie. Mais dans notre monde moderne, et alors là, ça nous pousse à des hypothèses absolument géniales sur pourquoi les tendances progressistes de gauche sont plus rares et plus tardives historiquement, de toute évidence. Dans notre monde moderne, certaines recherches suggèrent que ce type d'aversion pour les agents pathogènes impurs peut également avoir un impact sur la façon dont les gens perçoivent les personnes qui ne leur ressemblent pas, y compris les hors-groupes sociaux comme les immigrants ou les étrangers.
Donc mettons qu'on ait tous une sensibilité à l'aversion, mettons que la sensibilité à l'aversion soit plus élevée à droite, mettons qu'on n'est pas à l'aise ou c'est un peu inconfortable quand les gens sont différents de nous, et ben dans le monde moderne, on va peut-être plus avoir à côtoyer quotidiennement des gens qui nous ressemblent pas, parce qu'en fait on est passé de petites tribus de quelques centaines d'individus à des macro-sociétés de millions de gens, avec un niveau de déplacement plus élevé, etc. etc. Donc effectivement, pour les gens qui sont pas de droite et qui ont une sensibilité à l'aversion qui est plutôt basse, en fait c'est pas trop grave et on peut aller vivre dans des grandes villes mondialisées et on va plutôt bien le gérer. Par contre, si vous avez une sensibilité à l'aversion très élevée, en fait c'est chiant de tomber sur des gens qui sont pas comme nous, quoi. Qui sont peut-être sales, hein. D'ailleurs il y aurait tout un travail parallèle à faire sur le vocabulaire politique de la droite et l'association entre éléments négatifs et saleté, hein, qui est un truc qui revient beaucoup aussi. Alors, quelques petits faits amusants en matière de psychologie politique et d'art. Des études des années 80 ont montré que les conservateurs préféraient les peintures plus simples, la musique familière et les textes et poèmes sans ambiguïté, tandis que les progressistes appréciaient davantage l'art cubiste et abstrait. Bon, je ne dois pas être suffisamment progressiste en matière d'art parce que j'ai une aversion pour le cubisme, mais c'est très intéressant en termes d'appréciation des formes symboliques. C'est-à-dire que les personnes qui vont être les plus à droite, elles vont aimer plutôt une esthétique classique, des choses claires, pas ambiguës, bien tranchées, etc. Et je pense que sur ce plan-là, en matière d'art, je suis plutôt conservateur, à vrai dire. Comme quoi la personnalité n'est pas quelque chose de totalement unifié. Donc ça a été répété par toute une série d'expériences à des dates différentes. En 2014, le magazine Times a mené une enquête en ligne et a constaté que les lecteurs conservateurs préféraient tel type de musée à tel type de musée, voilà. Plutôt de l'art classique que de l'art contemporain ou que sais-je. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer, outre la familiarité ou la simplicité qui pourrait être corrélée à des attitudes cognitives, mais je ne fais pas de développement sur la cognition chez les conservateurs, parce que c'est justement l'article que j'essaie de traduire depuis l'anglais. D'autres recherches ont montré que les conservateurs ont tendance à éviter l'incertitude, bah oui, parce qu'ils ont un taux de stress qui monte largement plus vite, hein, et à ne pas aimer l'ambiguïté, plus souvent que leurs homologues libéraux ou de gauche. Alors ça c'est génial, parce qu'en fait l'intolérance à l'ambiguïté, ça peut expliquer pourquoi les principales personnes qui parlent des trans sur Internet, outre les trans eux-mêmes, c'est des gens de droite qui disent qu'il y a une menace trans dans la société. Et quand c'était pas les trans, c'était les homosexuels. Et quand c'est pas les homosexuels, c'est un autre groupe qui en fait ne suit pas vraiment les normes, les attitudes majoritaires ou ceux qui seraient clairs et non ambigus. Ils sont un peu ceci et cela, ils sont un petit peu entre les deux. Et d'ailleurs, si tu regardes trop de séries de Netflix, tu n'es plus vraiment français parce que c'est de l'américanisation mentale et ainsi de suite. Donc il y a une très forte insistance sur la nécessité de suivre les normes majoritaires qui définissent le groupe. Et à ne pas aimer l'ambiguïté. Nanana, les conservateurs ont tendance à exprimer leur compassion à des cercles sociaux plus restreints que les progressistes. Effectivement, en France, on constate que le journal qui s'appelle L'Humanité, il est très à gauche, plutôt quand même assez à gauche, tandis qu'à droite, il n'y a pas de journaux qui s'appelle L'Humanité. Hein. Par contre, il y a des journaux qui vont parler de la France, des Français, et puis des Français de telle localité encore plus petite, etc. Donc, effectivement, il y a des variantes de l'identité sociale qui sont très très polarisées. Alors, j'ai plus mon étude sous la main, là, j'en avais traduit une autre, et je vais la citer de mémoire. Il y en a une autre qui nous apprenait que les gens de gauche par rapport aux gens de droite s'identifient beaucoup plus à l'humanité dans son ensemble que l'autre groupe. Enfin bon, c'est bateau, hein, je vous apprends rien, mais c'est encore un déterminisme psychologique, parce qu'avant d'orienter les choix politiques des individus, c'est d'abord une attitude sociale plus générale, en fait. On s'identifie ou pas à des groupes qui dépassent les frontières immédiates, selon ça va influencer les comportements politiques. Ça peut d'ailleurs mener à des choses qui, moi, m'ont toujours paru personnellement un petit peu pénibles. Hein. La tendance qu'on trouve quand on lit beaucoup, comme c'est mon cas, la presse de gauche radicale ou de ces mouvements, la tendance à parler de façon très appuyée, très détaillée de ce qui se passe en Colombie sur tel mouvement un petit peu obscur de la gauche colombienne,
c'est pas que c'est pas intéressant, mais il y a vraiment une très très grand intérêt pour ce qui se passe ailleurs, alors que des fois on se dit oui, mais qu'est-ce que tu fais de ce qui se passe dans ton propre pays, quoi. Alors j'en viens à un dernier point, dernier type de détermination ou en tout cas de covariation qui permet de se faire un avis sur finalement pourquoi les gens sont attirés ou déterminés à s'orienter plutôt dans une partie du spectre politique que l'autre. Ce sont des recherches qui ont été menées sur l'appréhension et la gestion des émotions. Donc c'est des recherches menées en Belgique qui nous disent que les gens de droite manifestent plus fortement un déficit en matière de compréhension et de gestion des émotions. Et alors je ne me moque pas, je ne me moque pas du tout, parce que moi personnellement je suis un peu autiste, donc les émotions d'autrui c'est très très théorique. Bon, je suis pas si mauvais que je le croyais, j'ai quand même fait des petites recherches sur la perception des émotions dans les regards, et il semble que j'ai pas des résultats trop dégueulasses. Mais de façon générale, la gestion des émotions et celle d'autrui, je pense pas être particulièrement bon. Mais ça suffit pas pour m'orienter à droite, bizarrement. Comme quoi, c'est pas le seul facteur. Donc, c'est un professeur de l'université de Gand qui s'appelle Van Yel. Donc, ils se sont intéressés aux aptitudes émotionnelles des personnes de droite. Ils ont fait des recherches sur une population étudiante d'environ 1 millier d'étudiants belges de premier cycle, avec 3 types de tests. Alors bon, comme c'est une traduction généraliste, j'ai pas les détails du test, mais bon, différents types de tests de gestion d'émotions, qui concluent que les personnes ayant les capacités émotionnelles les plus faibles, en particulier la compréhension et la gestion des émotions, avaient tendance à obtenir des scores plus élevés sur un indicateur de l'autoritarisme de droite et de l'orientation vers la dominance sociale. L'autoritarisme de droite étant défini comme un trait de personnalité qui décrit la tendance à se soumettre à l'autorité politique et être hostile aux autres groupes, tandis que l'orientation vers la dominance sociale est une mesure de préférence d'une personne pour l'inégalité envers les groupes sociaux. Ah tiens donc, ça alors. Donc si les gens de droite s'identifient plus facilement à des groupes sociaux proches et de moins en moins au fur et à mesure que ça devient différent d'eux, c'est peut-être parce qu'ils ont quand même des difficultés d'appréhension des émotions d'autrui, et plus autrui est différent, plus bas les couilles de ce qu'il est en fait, parce qu'en fait tu comprends pas. Et puis c'est chiant de pas comprendre, enfin, ça fatigue moi aussi. Je comprends bien quoi. Les personnes qui soutiennent l'autorité, les dirigeants forts et qui ne se soucient pas de l'inégalité présentent des niveaux inférieurs de capacité émotionnelle, a déclaré le professeur Van Yel. Les personnes ayant des capacités émotionnelles et cognitives plus faibles sont également plus susceptibles d'être d'accord avec des affirmations pleines de préjugés, telles que la race blanche est supérieure à toutes les autres races. Parce que, ça homogénise. Ça homogénise. Il y a nous et les autres ils sont tous pareils, nous aussi, nous on est au-dessus d'eux. Bon, c'est simple. Alors, il précise, limite de l'étude, que c'est des résultats qui ont été menés sur, je ne sais plus quel pays, la Belgique, c'est ça là, voilà, sur une population belge, et qu'il déclare qu'on ne sait pas si ces tendances sont universelles ou si elles sont limitées à des contextes particuliers. Donc on n'a pas le recul pour généraliser à d'autres parties du monde ou vérifier que c'est une tendance véritablement universelle, mais ça semble quand même relativement cohérent avec un certain nombre d'autres faits que j'ai énoncés. Et ça pourrait expliquer donc faible capacité à percevoir ou comprendre les émotions d'autrui. Ça pourrait expliquer la surreprésentation des personnes de droite dans certains secteurs de la société où finalement comprendre les émotions d'autrui n'est pas pertinent, voire même ne pas avoir trop d'empathie pour autrui serait même très utile pour réussir son activité. Je pense par exemple à une fonction sociale dont personne ne niera l'intérêt, qui est l'armée. L'armée, comprendre les émotions d'autrui, sauf quand c'est tes collègues éventuellement, et encore, voilà, il faut quand même avoir une empathie vis-à-vis d'autrui relativement basse, ou en tout cas c'est quand même plus utile ou plus facile de faire soldat, ou une autre activité de répression, quand on n'a pas trop d'empathie émotionnelle. C'est un avantage en fait. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi on va s'attendre à une surpolitisation, à une politisation différenciée selon les pratiques professionnelles des différents individus.
Inversement, je ne vous surprendrai pas en vous disant que dans les métiers du soin, infirmière, etc., on va trouver statistiquement une surreprésentation à gauche. Parce que les compétences cognitives et les traits psychologiques sous-jacents qui sont nécessaires à la réussite de telle profession ne sont pas les mêmes. Et bah écoutez, j'arrive à la fin de cette présentation, donc 1h04, j'ai à peine dépassé mes prédictions. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura convaincu de l'intérêt que peut présenter la psychologie politique, qui est une branche des sciences sociales encore trop méconnue. Il faut vraiment faire venir en France ces travaux, il faut essayer de développer ça dans notre recherche scientifique parce que je pense que c'est vraiment d'un grand intérêt pour la compréhension des phénomènes sociaux et de la politique. J'espère que vous serez avec moi pour en discuter et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos de psychologie politique car il y a toujours plus à découvrir.